harcèlement. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous accueillons Éric Guillaume, conseiller principal d'éducation, pour partager son expérience sur l'implantation du programme phare pour lutter contre le harcèlement au lycée Bréquigny. Il nous montrera comment l'équipe des ambassadeurs désamorce des situations tendues et favorise un climat scolaire pacifique. Bonjour Éric. Bonjour Jules. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Alors, nous pouvons commencer ? On peut commencer. Peux-tu nous décrire le programme phare mis en place à Bréquigny pour lutter contre le harcèlement ? Alors la mise en place du programme phare a été grandement facilitée par le fait que nous avions déjà au lycée Bréquigny un dispositif communautaire, alors je mets des guillemets à communautaire, alors appelé Sentinelle et référent, et ce depuis l'année 2012. Je dis communautaire, et ce n'est pas du tout un péjoratif, en ce sens que l'idée était de constituer un groupe soudé, composé d'adultes et d'élèves, formés ensemble, et ça c'était vraiment quelque chose de très innovant à l'époque. Il y avait une expérimentation sur seulement 2 ou 3 établissements en Bretagne. Des adultes et des élèves formés ensemble, prêts à s'investir avec beaucoup de dynamisme dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Pour la petite histoire, on a organisé des temps forts entre nous, toujours avec l'idée de renforcer la cohésion de groupe, comme par exemple un séjour au Futuroscope, la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel, etc. Nous avons été formés par la Ligue française de santé mentale, selon la méthode du psychologue Éric Verdier, du moins pour les 2 premières formations. 5 sessions ont suivi au cours des 5 années suivantes, mais plus à l'interne du coup, puisque c'était nous les référents formés qui formions d'autres référents et recrutions chaque année de nouveaux sentinelles. Ce terme de sentinelle a été remplacé depuis évidemment par le terme ambassadeur, mais le principe reste le même. Le programme phare, lui, donc, est arrivé bien après, si j'ose dire. Fort de notre expérience, donc nous n'avons pas eu vraiment de difficulté à nous adapter à ce programme devenu obligatoire et encadré par une loi en 2019. Alors, pour répondre à la question, en quoi consiste-t-il à Bréquigny ? Chaque établissement est libre d'établir son propre protocole de prise en charge d'une situation de harcèlement. Et notre protocole comporte plusieurs étapes. Chaque professeur en est destinataire en début d'année. Une liste de diffusion est créée sur notre logiciel interne Pronote, ce qui permet aux collègues professeurs, qui sont témoins d'une situation, d'alerter le dispositif rapidement. Ensuite, une fois qu'on a reçu ce mail sur la liste de diffusion, entre nous, puisqu'on est 14 référents, entre nous, un binôme de référents est décidé, et c'est ce binôme qui appliquera le protocole d'un bout à l'autre durant toute la durée de la prise en charge. La deuxième étape consiste à prévenir le professeur qu'un nouveau cas va être traité, ainsi que le CPE référent qui suit la classe et le professeur principal. À ce stade, il est très important que personne n'interfère dans la prise en charge autre que le binôme. Nous partageons avec les référents un tableau de bord sur un drive. Ce nouveau cas y est inscrit, et ainsi de suite. La troisième étape consiste en un entretien avec la victime à l'aide d'une fiche d'entretien standardisée et d'une grille de signaux faibles. Nous mettons un point d'honneur à bien écouter la victime, sans jugement aucun, bien évidemment. Nous lui demandons si elle ou il souhaite que ses parents soient prévenus. Si c'est le cas, nous procédons à un premier entretien avec la famille dans un délai assez court, toujours à l'aide d'une fiche d'entretien. Parce qu'il est primordial que chaque étape laisse des traces écrites. En tout cas, c'est ce qu'exige la loi, donc on est obligé d'être très rigoureux sur ce point-là. Si l'élève ne souhaite pas que les parents soient prévenus, évidemment, on respecte ce choix et on continue d'avancer avec lui. Ensuite, si des témoins ont été cités par l'élève victime,
Nous procédons à un entretien avec eux. Même chose, toujours à l'aide d'un guide d'entretien standardisé également. La quatrième étape, mais qui peut être aussi inversée avec la précédente, consiste à recevoir l'intimidateur ou l'auteur de harcèlement. On parle rarement de harceleur. On préfère parler d'intimidateur. La victime est informée en amont, évidemment, que cet entretien va avoir lieu, la date et l'heure de la rencontre. On s'entoure d'un maximum de précautions pour que l'élève victime ne soit pas mise en danger. Cette première rencontre avec l'auteur se fait selon la méthode de la préoccupation partagée, méthode à laquelle chaque référent a été formé. Nous ne sommes pas dans l'accusation, mais nous allons chercher de l'empathie chez le jeune en lui expliquant que quelqu'un va mal à cause de lui. En fonction de sa réaction, nous adaptons notre échange. L'idée est qu'il prenne conscience, dans un premier temps, qu'il y a quelqu'un qui va mal et qu'il est peut-être responsable de la situation. Au cours de la cinquième étape, nous revoyons la victime. En fonction du degré de notre inquiétude, le délai est plus ou moins court en fonction justement de la gravité. Ensuite, une semaine après, nous revoyons l'intimidateur pour un deuxième entretien. En fonction de l'évolution, soit nous informons le proviseur que la situation est résolue, ou nous lui remettons un bilan écrit du traitement de la situation. Nous actualisons notre tableau de bord partagé et prévenons le professeur principal et le CPE référent de la classe immédiatement. Soit le cas n'est pas résolu, voire s'est aggravé, et là, le proviseur agit d'un point de vue purement disciplinaire en posant une sanction disciplinaire. Ceci dit, une fin de prise en charge phare ne veut pas dire que nous abandonnons complètement la victime. Nous pouvons être amenés à le ou la revoir dans les semaines qui suivent. Donc voilà pour le protocole. Mais il y a aussi les ambassadeurs dans ce programme. Ce sont des élèves donc volontaires qui ont répondu à notre appel en début d'année et qui sont formés, tout comme l'étaient les sentinelles, à la méthode de la préoccupation partagée. Ils sont essentiellement là pour faire de la prévention autour du harcèlement. Cela peut être une campagne sur les réseaux sociaux, initier des journées ou des semaines thématiques, comme la journée non au harcèlement, la journée nationale, le Safer Internet Day sur le cyberharcèlement, la semaine du respect et de la tolérance, la journée de la politesse, autres actions qui peuvent être mises en place pour toujours faire de la prévention. Comme récemment, au travers de la réalisation d'une affiche, les ambassadeurs sont passés dans une classe, dans toutes les classes même, et ont expliqué cette affiche et pourquoi ils l'avaient faite. Ensuite, cette affiche a été tirée à 200 exemplaires. On a à peu près 200 salles et donc chaque affiche a été déposée par les ambassadeurs dans la classe. On y voit un slogan et le nom des adultes référents à contacter par bâtiment, ainsi que le numéro vert national pour ceux qui ne veulent pas que le dispositif intervienne. Car il arrive en effet que des élèves ne souhaitent pas de l'aide de phare, même si en général ce n'est pas le cas. Merci Eric pour cette présentation complète du programme phare mis en place à Bréquigny. On voit que c'est un protocole bien strict à respecter. Comment faites-vous quand vous prenez les deux intervenants uniquement, comment votre équipe peut participer à la situation sans être intégrée au premier plan? Comme je l'ai dit, quand on fait une réunion de concertation sur le dispositif, on évoque, parce qu'on évoque évidemment les projets de prévention, mais on évoque aussi les situations en cours ou les situations passées. C'est-à-dire qu'on peut être amené à divulguer quelque part, mais au sein du groupe uniquement, des situations, parce que ça permet aussi d'échanger, de voir si on est sur le bon chemin, si on ne devrait pas plutôt faire autrement. Donc c'est important à ce moment-là que chacun conserve la confidentialité de ce qui s'y dit. Mais en général, ça se passe bien.
Très bien, merci Eric. Dans la continuité de cette question, peux-tu nous partager un exemple où ce programme a eu un impact significatif dans la gestion du harcèlement? Alors, tu penses bien, Jules, qu'en bonne dizaine d'années, des exemples, il y en a beaucoup. On étudie à peu près, en tous les cas par le passé, une trentaine de situations par an. Pour cette année, on est bien, on est, j'ai envie de dire heureusement, on n'en est pas là, mais on a beaucoup moins de cas en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que il y en a pas. Donc des exemples, il y en a beaucoup. Le plus important est que ce programme, à mon avis, soit connu et reconnu de tous, de toute la communauté éducative. Je pense qu'il l'est d'ailleurs. Le fait d'en parler, à mon avis, c'est déjà beaucoup. Les langues se délient. Personne normalement constitué n'a envie de passer pour le pervers du coin. Alors c'est une expression que j'utilise quand je définis le harcèlement. Ne soyez pas étonnés, mais comme une forme de perversité. Quand je dis ça, on me regarde avec des grands yeux. Pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. Comment définirait-on autrement quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal? Et puis, lorsque vous recroisez un élève qui a été victime et que vous observez qu'il a repris confiance en lui et que même il vous propose de s'engager lui-même dans le dispositif, vous pouvez dire que l'impact, il est là, hein. D'ailleurs, tu en es la preuve vivante, Jules, au travers de ton engagement dans Acteur de ton avenir. Merci beaucoup Eric. Quels ont été les principaux défis rencontrés par l'équipe et comment avez-vous fait pour les surmonter dans la mise en place du programme? Le principal défi, à mon avis, c'est le recrutement des ambassadeurs. Il n'est pas toujours simple pour un élève de s'engager dans une telle démarche. Nous remarquons d'ailleurs, comme je viens de le dire, que ce sont souvent des élèves ayant eux-mêmes été victimes de harcèlement qui s'engagent dans une telle démarche. Pour les adultes, ce n'est pas aussi compliqué de les convaincre. Les enseignants sont des professionnels de l'adolescence. Ils ont à cœur de favoriser l'épanouissement de leurs élèves à tous les niveaux. L'aspect bien-être est un axe important dans le processus d'apprentissage d'un élève. Il favorise grandement l'acquisition des connaissances. Donc, les adultes volontaires, finalement, il n'y a pas besoin de les forcer beaucoup. Ils arrivent d'eux-mêmes. On a conservé depuis 2012 aussi une équipe stable, et à laquelle est venue s'ajouter à peu près deux ou trois personnes par an. Quand on compte les mutations, évidemment, il y a des départs, mais pour le coup, on est quand même, encore au jour d'aujourd'hui, 14 référents. Ouais, ce qui semble être une belle équipe qui perdure, comme tu le dis. Donc, ça crée aussi beaucoup de cohésion au final. Exactement. Les débuts ont fait que on a vécu des moments des temps forts, hein, on peut le dire, quand on a suivi la formation avec Éric Verdier, qui est un psychologue reconnu nationalement au niveau de la Ligue française de santé mentale. Il a eu à cœur et ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, de mettre en place, de créer une équipe qui soit soudée. Même tout au long de la formation, ça se ressent. On est vraiment presque une armée, entre guillemets, de gens qui vont s'attaquer à un problème qu'est le harcèlement. Et pour le coup, ça a bien fonctionné et on est resté avec cet état d'esprit depuis que le protocole phare existe. On a conservé tous ces acquis du passé. Ah, tu as salué mon engagement avec mon association. Je tiens à mon tour à souligner ton engagement depuis 12 ans également dans ce dispositif. Merci. Comment évaluerais-tu l'impact global de ce programme sur le climat scolaire et le bien-être des élèves? C'est toujours difficile de tirer des conclusions et de dire que tout va bien maintenant, évidemment, car je reste persuadé que nous ne décelons pas tous les cas de harcèlement, malheureusement. Mais de manière générale, l'impact est là. Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes réactifs. Euh, je pense que la réactivité, elle est vraiment essentielle, primordiale. Comme je dis toujours,
Il vaut mieux éteindre rapidement le torchon en feu dans la cuisine plutôt que d'attendre que toute la maison brûle. Hein, c'est une image qui est très parlante. On voit bien que si on réagit très vite, on peut éteindre le feu et le harcèlement cesser. Voilà. Donc plus on réagit vite, évidemment, plus les conséquences seront immédiates. Mais oui, il reste encore beaucoup à faire sur l'aspect communication et prévention. Souvent, quand même, les élèves ne sont pas bien conscients du mal qu'ils font et il en faut peu pour les remettre dans le droit chemin. C'est ce que j'ai envie de dire. Les cas extrêmes sont vraiment à la marge, il y en a très peu. Et en tous les cas, quand ça dégénère vraiment, là, c'est le régime des sanctions qui s'applique et le phare ne s'occupe que de la victime et c'est tout. De par mon ancienneté d'élève proche, je remarque que le harcèlement au collège est beaucoup plus voyant que le harcèlement au lycée. Au final, malgré la formation que vous avez, est-ce que vous avez une procédure, on va dire post-formation phare, pour pouvoir repérer ces élèves vraiment isolés, mais qui ne font pas le pas de venir, de le dire ou de le montrer, qui sont harcelés? Ben là encore, on en appelle à l'observation de chacun. Quand on parle des signaux faibles, c'est ce qu'on a voulu aussi faire quand on dit aux enseignants, quand on leur distribue le protocole, qu'on leur donne un maximum d'éléments parce qu'ils n'y ont pas forcément pensé. Même si aujourd'hui en formation à l'INSPE, évidemment, il y a un module sur le harcèlement, mais à partir des signaux que les enseignants peuvent repérer, on peut être amené, enfin, il est plus à même de nous contacter qu'auparavant, on va dire. Quant aux élèves, là, c'est plutôt le travail des ambassadeurs lors de justement ces journées d'animation, de prévention, pour sensibiliser. C'est comme ça que ça peut déboucher sur des signalements. Occuper le terrain pour justement repérer les situations et les élèves en détresse. Et merci beaucoup Eric. Enfin, pour ma dernière question, quel conseil donnerais-tu à d'autres établissements scolaires qui envisageraient de mettre en place ce programme phare qui est du coup devenu obligatoire? Alors, il n'y a pas de recette, évidemment, mais je leur dirais de ne pas être trop ambitieux au début. La mise en place d'une culture de lutte contre le harcèlement, cela prend du temps. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Euh, Comme je l'ai dit au début, il faut constituer un groupe soudé. C'est vraiment la base. Si c'est deux, trois personnes dans un établissement, alors après ça dépend de la taille, mais comme ici, plus de 3000 élèves, 450 personnels, s'il y a deux personnes, évidemment, ça peut pas fonctionner. C'est aussi en fonction de la taille de l'établissement. Donc un groupe soudé, des élèves qui sont quand même les acteurs du terrain, qui sont les témoins de ce qui se passe autour d'eux. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Agir et dénoncer, même si évidemment ce n'est pas de la délation. C'est primordial pour justement une société plus solidaire demain. Je pense que ça fait partie des valeurs de l'école que de transmettre ça. Très bien, merci beaucoup Eric d'avoir Merci, Jules. accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour conclure cet épisode, Eric a souligné l'importance de la formation des ambassadeurs du harcèlement ainsi que la cohésion de groupe dans l'équipe phare. À bientôt pour un nouvel épisode.